Bonjour à toutes et à tous, voici un nouveau numéro de la matinale vidéo de Putsch. Aujourd'hui, une nouvelle fois, pas mal de sujets brûlants à traiter avec vous durant toute cette matinale Putsch Média. Alors aujourd'hui, le sommaire va être dense. On va parler d'Emmanuel Vargon et son test positif au coronavirus. On va parler aussi d'une polémique qui pourrait très rapidement grossir, puisque on en parlera tout à l'heure dans quelques minutes, mais les premiers cas de coronavirus sont en train d'arriver suite aux municipales. Elles auraient frappé plusieurs assesseurs et assesseureux et un président de vote. On va également recevoir le psychothérapeute Rodolphe Oppenheimer qui viendra nous parler des possibles traumatismes conjugaux et familiaux qui pourraient subvenir pendant et surtout après la période de confinement. Rodolphe Oppenheimer, nous le recevrons dans quelques minutes dans la matinale. Nous parlerons également d'un journaliste gardois de France Bleu qui a lancé un challenge pour soutenir les personnels soignants, et notamment ceux de l'hôpital Carremo à Nîmes. Et ensuite, nous irons faire un petit tour culture du côté des Printemps des comédiens et de son directeur truculent Jean Varela. Nous parlons également de ce groupe new-yorkais Too Many Zoo qui a façonné son succès dans les couloirs du métro de Big Apple. On a appris via son compte Twitter qu'Emmanuel Vargon, secrétaire d'État à l'écologie, a été testé positif au coronavirus. On se pose la question, parce que aujourd'hui ça pose débat, polémique sur les réseaux sociaux. On avait cru entendre Emmanuel Macron lors du premier tour et funeste tour des municipales, qui avait dit devant sur les marches de la mairie du Touquet qu'il n'y avait pas de passe-droit et que lui-même n'avait pas été testé puisqu'il ne présentait aucun symptôme. On s'étonne donc qu'Emmanuel Vargon ait pu être testé si rapidement au coronavirus et qu'elle l'annonce de fait sur son compte Twitter. D'autant plus que de plus en plus de médecins demandent des tests de dépistage massifs. On le sait, comme ça s'est fait en Corée du Sud, pour essayer de juguler, d'isoler les gens qui seraient positifs, asymptomatiques ou pas. Donc on est vraiment dans cette réflexion-là pour cette déclaration publique. Peu de chances que cette déclaration soit un succès, à part pour nous dire de rester chez nous, parce que c'est comme ça qu'effectivement Emmanuel Vargon finit son tweet « Restez chez vous » et elle appelle tous les gens à prendre les mesures qu'elle s'applique à elle-même. Alors une info qui est tombée hier sur les assesseurs qui ont participé aux municipales. Et voici déjà les premiers cas de contamination. On a pu lire hier chez nos confrères du Point que dans la ville de Montmagny, dans le Val d'Oise, 3 assesseurs ont déclaré la maladie, donc ont été testés positifs au coronavirus. À cet effet, la municipalité a publié un post sur Facebook que voici. La ville appelle les habitants de certains bureaux de vote à vérifier régulièrement leur température. Et c'est aussi le cas à noter dans le Puy-de-Dôme à Billom. Une assesseure est actuellement hospitalisée parce qu'elle aussi a été testée positive au coronavirus. Et on peut toujours lire dans ce confrère du Point qu'à Paris, Paul Hatt, présidente d'un bureau de vote du 17e arrondissement et candidat sur la liste LR, colistier de Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement, lui aussi assure avoir été diagnostiqué positif au coronavirus, ce qu'il nous a confirmé ce matin par message. Alors hier sur Twitter, Paul Hatt s'insurge. Pourquoi nous a-t-on fait voter? Combien de présidents de bureaux de vote dans mon cas? Quel responsable nous a fait foncer tête baissée vers le virus? Voici une nouvelle polémique qui vient à l'horizon là et qui va grossir si le nombre de malades est testé positif au coronavirus devait grossir au fil des jours, lié bien entendu à ces municipales. Vous savez que beaucoup se sont insurgés, notamment chez les médecins, de la tenue de ces élections. Pourtant, nous avait assuré à l'exécutif, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, que la participation municipale ne présentait aucun risque d'après le fameux conseil scientifique qui est en charge de mesurer la propagation du virus et également sa dangerosité au sein même de la population. Donc on se rend bien compte qu'il va y avoir un début de polémique, peut-être une sale affaire pour l'exécutif si jamais ces cas continuer de plus en plus à se propager et à être dépistés dans les prochains jours. Toujours pour rester dans le coronavirus, nous allons recevoir dans quelques minutes le psychothérapeute Rodolphe Oppenheimer qui va répondre à nos questions, effectivement, sur les aspects, on va dire, traumatiques, psychologiques du confinement imposé à la population, vous le savez, depuis le 16 mars, et qui devrait de toute évidence se prolonger dans les prochaines heures. Une annonce devrait être faite par l'exécutif à ce sujet-là.
Vous savez qu'Olivier Varan a parlé de 15 jours qui pourraient être prolongés dans le temps. Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de cette prolongation du confinement. Donc, Rodolphe Oppenheimer va répondre dans quelques minutes à nos questions pour savoir quels peuvent être les traumatismes, quelles peuvent être les solutions, les conseils aussi à vous donner pour essayer de vivre au mieux ce confinement. On rappelle qu'en Chine, beaucoup de divorces exponentiels ont frappé le pays suite au confinement après l'épidémie qui a pris sa source à Wuhan, à la province d'Hubei. Comment travaillez-vous en confinement aujourd'hui? En quoi votre métier a changé et si oui, est-ce qu'il a changé aussi ou est-ce que vous faisiez déjà du confinement ou du moins du télétravail, pardon? Mon métier a changé depuis ce confinement obligatoire et nécessaire. Bien qu'avant, je travaillais déjà, en particulier par téléphone, plus à la limite que par Skype. Sauf que là, compte tenu des raisons que nous connaissons tous, j'ai dû rapatrier complètement mon cabinet dans ce bureau. Comment, alors ça c'est quelque chose que j'ai lu chez nos confrères de CNews, comment fonctionne la Skype thérapie? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, la Skype thérapie, c'est finalement une façon de continuer à se voir alors qu'on n'a plus le droit de se toucher. C'est de continuer finalement à s'écouter sans avoir le droit de murmurer, mais c'est quand même de rester en contact les uns avec les autres dans un moment assez inédit, en tout cas pour notre génération et sans doute celle de nos parents, c'est-à-dire de rester confiné avec quand même quelques dérogations données par la loi, mais dont il ne faut quand même pas trop abuser, c'est-à-dire ne pas se contaminer et ne pas contaminer. Est-ce qu'elle est bien appréhendée par vos clients? Et vous, comment vous le percevez dans votre diagnostic ou dans votre écoute, dans votre travail professionnel? Je dirais qu'elle n'est pas forcément bien appréhendée. D'abord parce que je pense que d'une façon générale, c'est difficile de dire et d'entendre qu'on n'a pas le droit de bouger. Quand je dis qu'on n'a pas le droit, c'est pas le droit, c'est qu'on doit être concentré, qu'on doit être nécessairement en conscience par rapport au fait de pouvoir être asymptomatique, de ne pas présenter de symptômes et pour autant de pouvoir contaminer. Donc l'idée même de dire aux gens, voilà, ce ne sera plus comme ça, mais ça va être comme ça, on est déjà, si vous voulez, dans une certaine forme d'obligation. Du moins, le patient a un sentiment d'obligation et donc par définition, il ne peut pas apprécier. Alors c'est parce que c'est la coercition finalement, un peu cette coercition qui est pénible à vivre pour le patient, à ne pas bouger. Oui, en quelque sorte, il y a ça, il y a aussi le changement d'habitude et il y a le côté aussi où dans un premier temps, il y a ce qu'on va appeler la sidération, c'est-à-dire c'est fou ce qui nous arrive, donc pour le moment, je veux rester concentré sur moi-même, j'ai besoin de personne. Et au niveau des consultations de votre côté, vous avez connu, on imagine, un pic de consultation de Skype consultation ou de Skype thérapie de votre côté, Rodolphe Oppenheimer? Disons qu'on trouve en ce moment pas mal de gens qui ont des claustrophobies ou des angoisses liées à l'après, ou alors des personnes qui ont besoin de conseils, si vous voulez, dans l'organisation d'un foyer. On imagine de fait que des gens qui sont chez eux, qui sont pour l'instant bien portants ou pas encore trop atteints par le coronavirus, on imagine que ces gens sont pleins d'angoisse. Et pour ceux qui ne sont pas contaminés ou asymptomatiques, on imagine qu'il y a aussi des gens qui s'angoissent beaucoup sur la maladie elle-même, non? Il y a beaucoup de gens qui s'angoissent sur la maladie, il y a beaucoup de gens qui s'angoissent sur le fait qu'ils aient pu l'attraper mais qu'ils ne l'aient pas encore développé, il y a beaucoup de gens qui s'angoissent pour leurs proches, il y a beaucoup de gens qui me disent « mes enfants l'ont, donc je vais l'avoir ». Donc effectivement, il y a tout un panel d'angoisses différents, vécus différemment, pas dans les mêmes timings, mais il y a une situation très anxiogène. Alors vous, en tant que spécialiste médical, professionnel, qu'est-ce que vous craignez le plus dans ce confinement sur nous, patients potentiels? Alors, il est vrai, je dois aussi le dire, ce que je crains le plus, c'est le non-confinement avant tout, pour des raisons létales. Et après, pour vous répondre, dans le confinement, si vous voulez, ça serait le manque d'organisation. Alors, il n'est pas toujours simple de s'organiser, mais c'est essentiel. Sinon, on va avoir un pic de divorce qui va être épouvantable et de familles, peut-être pas brisées, mais de familles en tout cas qui vont payer les pots cassés. Vous pensez alors au risque d'épidémie traumatique, j'imagine? D'une part,
D'une part, parce que confiner quelqu'un, l'empêcher de sortir, quand on est chez soi, finalement, il n'y a pas des millions de choses à faire. C'est vrai que beaucoup de gens passent du temps devant la télé, et suivre les informations, c'est peut-être important, mais c'est aussi anxiogène. Non pas une critique des journalistes, mais de l'actualité. Oui, parce qu'on se rend compte effectivement que si on prend les chaînes info et d'autres confrères, et nous aussi on en parle beaucoup, de fait, on est toujours baigné dans un climat extrêmement, on va dire pas malsain, mais vous l'avez dit, anxiogène. Comment on peut répondre à ça en tant que citoyen? Sans doute par la résilience. Sans doute par la résilience, parce que les chiffres sont là, les chiffres montent, et on sait qu'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé au pic, et donc les chiffres vont continuer à monter, et donc pour les férus d'informations ou de chiffres, ça va être de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué à s'organiser, nonobstant le fait que sur les réseaux sociaux, là où beaucoup de gens passent du temps, on a beaucoup d'effets de complotisme, de juger d'une façon ou d'une autre, peu importe d'ailleurs, le gouvernement, les acteurs publics, les médecins, pourquoi un tel a dit tel jour que c'était pas grave, une grippette, pour reprendre les termes, aujourd'hui on parle d'un fléau, demain de quoi parlerons-nous? Je crois qu'il y a cette incertitude, et finalement les parents de la patrie, que peuvent être les politiques, ou les sachants, les médecins, ne sachant plus et les parents n'étant plus des parents, je crois que nous, les enfants, ou pour certains, nous pouvons nous y perdre. Et pour vous, est-ce qu'il y a-t-il des gestes barrières psychologiques pour atténuer l'angoisse ou la peur de la maladie ou la peur du confinement? La peur de la maladie, c'est déjà quelque chose entre l'hypocondrie et la nosophobie qui est déjà quand même assez présent quand il n'y a pas d'épidémie. Alors c'est vrai que quand il y a une épidémie, c'est difficile de dire aux gens « n'aie pas peur, tout va bien, tu verras, ça va bien se passer ». Donc ça, c'est un discours un peu paternaliste. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que quand on nous parle de le coronavirus, ça reste tant d'heures sur un bout de plastique, tant d'heures sur un bout de scie, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Le cerveau, il enregistre. C'est le principe de Pavlov, c'est-à-dire on associe des mots, des images à des idées, et tout à coup, après, ça mouline tout seul, et l'angoisse devient omniprésente. Et vous, est-ce que ça vous inquiète? On a parlé de 15 jours de confinement. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, va probablement le prolonger avec sous les conseils, notamment du conseil scientifique qui correspond à son nom. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous fait peur, cette prolongation probable de la durée de confinement pour les Français? Alors, vous m'avez posé la question, moi, à titre personnel, ça me rassure, parce que si on avait confiné les gens que 15 jours et qu'on les laissait sortir après, d'abord, ça ne servait à rien de les confiner, et on aurait un effet rebond sans doute plus grave et plus important que l'on risque de l'avoir après. Non, je suis plutôt, moi, dans la réflexion de l'après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire quand ce sera stade 4, c'est-à-dire stade 5, c'est-à-dire quand on va redescendre, quelles vont être finalement les possibilités de ne pas être contaminés dit de l'extérieur, c'est-à-dire des pays qui vont après nous avoir des chiffres qui vont monter et qui après pourront se rendre ici. Alors il ne s'agit pas d'être chauvin ni de se protéger et de laisser les autres mourir, mais il s'agit d'avoir une politique aussi cohérente afin de ne pas faire le yo-yo, c'est-à-dire de se contaminer, de recontaminer, de recontaminer. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas de préservatif de coronavirus pour le moment. Et rapidement, aujourd'hui, quel est votre rôle, vous, dans ces téléconsultations, surtout en phase de coronavirus, de confinement? Comment vous articulez? Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes assez pas dur, mais vous êtes comment vous percevez, vous, dans votre rôle? Quel est votre rôle finalement? Alors, mon rôle est bien modeste. Hein. Il est de psychothérapeute, de psychanalyste. Il est d'accompagner les gens dans les angoisses, dans les questionnements. Mon rôle, il est dur, si vous voulez, avec les gens qui sont transgressifs, c'est-à-dire qui me disent les interdictions, on s'en fout, il y a assez de casse pour sortir toute la journée. Donc dans ces cas-là, effectivement, je ne suis pas tendre. En revanche, quand les gens sont dans des situations de détresse et qu'ils respectent, si vous voulez, ce dont les autorités nous invitent à faire, nous obligent, je dirais, là, effectivement, je vais avoir un discours beaucoup plus nuancé, beaucoup plus réservé, tout en restant tout à fait honnête par rapport à la situation tragique
que nous traversons. Et comment considérez-vous les citoyens qui actuellement d'ailleurs sont pour certains dans la rue, on voit les gens faire du footing, est-ce que vous pensez que c'est un déni des réalités finalement comment vous percevez ça? Est-ce que c'est de l'incivilité, pardon, ou un déni des réalités de la situation? Alors pour reprendre votre cas, c'est-à-dire celui du jogging, je pense que le formulaire n'est pas clair. C'est-à-dire que quand on parle de jogging, on ne parle pas de marche à pied déjà. Jogging, ça veut dire courir. Courir, ça veut quand même dire faire des kilomètres. Donc j'ai vu des gens à Nice verbaliser sur la croisette, mais sur le formulaire, il n'y a pas écrit si on peut faire 20 mètres, 3 kilomètres. C'est pas clair. Donc je pense que il faudrait limiter ça, je sais pas, à un certain nombre de rues, ou sa rue, ou quelque chose. Mais je pense que cette case-là n'est pas évidente à comprendre forcément, puisqu'encore une fois, quand on court, c'est pour se déplacer. Et une dernière question, Rodolphe Palmer, est-ce que vous pensez qu'il faudrait que les mesures soient beaucoup plus drastiques, qu'on pense au véritable confinement total? Voilà. Alors total, je ne pense pas, parce que notamment ne pas pouvoir se rendre dans un supermarché ou dans une pharmacie, là je pense qu'on aurait une explosion sociale. Là je pense que tout le monde ressortirait dans un climat de panique. Je pense qu'on devrait se confiner à hauteur des courses et de se soigner. Mais je pense que le reste, on devrait effectivement être peut-être plus drastique, non pas pour être dur, non pas pour être paternaliste, non pas pour être donneur de leçons, mais vraiment pour éviter de se contaminer et de contaminer. D'accord, merci beaucoup en tout cas, Rodolphe. Est-ce que c'est peut-être un dernier mot à dire sur la situation, quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, j'ai envie de dire qu'on dépassera tous ensemble cette épreuve. J'espère que certains des pouvoirs publics en tireront des conséquences, c'est-à-dire qu'il y a des économies sur lesquelles on peut pas jouer. L'éducation, la médecine, on a fermé des lits, tout le monde l'a fait depuis 30 ans. Il ne s'agit pas de nommer des gens ni de rentrer dans des débats politiques, mais je pense qu'il y a des choses qui relèvent un peu du sacré, qu'on soit croyant ou non, et je pense qu'il faut tirer de cette tragédie une humanité qui consisterait justement à redonner du pouvoir aux soignants, quels qu'ils soient, parce que les applaudir à 20 heures, moi j'ai énormément d'amis, professeurs, médecins, infirmiers, bancards, peu importe, et ils me disent c'est bien de nous applaudir à 20 heures, mais on a plus besoin de moyens que d'applaudissements. Donc vous me tendez un peu la perche, vous pensez effectivement que les politiques publiques ont délaissé les hôpitaux publics, le personnel soignant. Aujourd'hui sur les masques notamment, on voit qu'il y a beaucoup les personnels soignants qui vont, ils le disent, ils vont au front tout nus. C'est votre sentiment aussi sur ce thème-là? Tout à fait. C'est-à-dire que ça fait quand même longtemps qu'ils sont alertés par tout le monde. Et on voit même l'état des hôpitaux. Les hôpitaux tombent. Ils sont en délabrement. On trouve de l'amiante dans les hôpitaux. Certaines villes ont même dû faire classer des hôpitaux en monuments historiques pour pas qu'ils soient détruits. Donc je pense, encore une fois, que l'éducation et la santé, si on veut que les gens soient éduqués et qu'ils vivent, il faut investir. Toujours sur le coronavirus, nous avons détecté une information qui donne de l'espoir avec plein d'humour. C'est un de nos confrères, Hervé Salafranc, qui est journaliste incontournable dans le Gard, qui a bercé d'ailleurs, pour ceux qui savent, les supporters du Nîmes Olympique par ses commentaires passionnants des matchs, et également des passionnés de tauromachie, parce qu'Hervé Salafranc commente aussi les corridas à Nîmes lors des férias. Donc aujourd'hui, notre confrère a lancé un challenge pour soutenir le personnel soignant avec une chanson sur l'air de Mexico. Et depuis la Garrigue limoise, Hervé Salafranc nous en dit plus sur cette initiative et nous explique pourquoi il a lancé ce challenge sur Facebook. D'ailleurs, pas mal de gens ont répondu, ils se filment devant leur webcam comme en ce moment, et reprennent les paroles d'Hervé Salafranc, qui sont disponibles. D'ailleurs, on vous les mettra en commentaire Facebook, et vous pouvez les retrouver aussi chez nos confrères de France Bleu. Vous avez toutes les paroles. Donc le challenge est très simple. Hervé Salafranc va nous en dire un peu plus, mais le challenge, c'est de chanter cette chanson avec les paroles sur l'air de Mexico. Recevons Hervé Salafranc. Au personnel soignant, je vais vous interpréter une petite chanson, une version revisitée de Mexico. C'est parti. On est entré en quarantaine dans la patrie de Nimeño. On s'occupe, on glande ou on traîne, mais certains et certaines sont au boulot. Ils y vont sans gloire ni haine pour nous soigner face au coro.
Alors chantons-leur qu'on les aime et on les protège. Ils sont nos héros, on reste chez nous. On pense à ceux des hôpitaux, on chante pour eux. On leur dit oh les maestros, si on s'en donne tous la peine. Et si on fait pas trop l'écono, de l'Éoile au pied des arènes et du Gros jusqu'aux Cévennes, coro honora tapo, oh 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 oh, maestro, maestro. Yepa, on vous aime les gens des hôpitaux, on vous aime. Alors c'est parti de deux choses en fait. On est parti, on était en train de discuter avec un copain. Il y a un autre jeu sur Facebook qui s'appelle rappelez-vous notre meilleur souvenir ensemble ou quelque chose comme ça. Et il y a un copain qui me dit ah tiens mais moi mon meilleur souvenir c'est quand tu avais chanté Mexico. Alors c'était au fin fond de la Macédoine dans un mariage avec un déplacement, c'était à l'occasion d'un déplacement avec les handballeuses de Bouillargues en Macédoine à Guevguelia. Et on était tombé dans à l'hôtel où on était, il y avait un mariage, c'était un peu incrusté et j'avais chanté paraît-il Mexico. Je m'en souvenais pas du tout, c'est mon copain qui m'a rappelé ça. Et donc voilà, on en parlait de ça, et puis on en vient aussi à parler de l'opération Faites du bruit pour les soignants, là, qui a tous les soirs à 20h. Et j'ai dit, bah tiens, tu me donnes une idée, je vais chanter Mexico ce soir, plutôt que de crier tout seul dans ma garrigue là, et d'applaudir, où il n'y a que 2 sangliers et 3 écureuils qui m'entendent. Je vais dire, bah, je vais plutôt chanter une chanson, tout seul quand même sur ma terrasse, mais au moins ça changera. Et puis je me suis dit, bah, sur la terrasse ça n'a pas beaucoup de sens, je vais faire une vidéo. Je vais la mettre sur Facebook. Alors au départ j'avais dit je voulais chanter en fait la version normale de Mexico. Et puis après je me dis bah tiens, tant qu'à faire le délire, autant le pousser jusqu'au bout et faire écrire des paroles qui rendent hommage au personnel soignant, parce que j'ai beaucoup de copains qui travaillent à Carrémo, au CHU Carrémo à Nîmes, et qui dérouillent vraiment quoi, hein, qui sont très inquiets, qui travaillent sans arrêt dans des conditions difficiles et que ça m'a beaucoup touché. Donc j'ai dit bah je vais faire des paroles pour le truc, c'est qu'il est 19h30 et que je voulais absolument le publier à 20h, donc j'ai écrit ça à l'arrache, voilà, sur un mauvais bout de papier, sans réussir à me relire et tout ça, mais voilà. L'idée en fait elle est partie de là, en fait c'est le double truc, c'est le délire de Mexico en Macédoine, et puis surtout le soutien à mes amis qui bossent dans les hôpitaux et notamment au CHU Carrémo de Nîmes. Mais oui, moi ça me dépasse complètement, moi je suis parti sur un délire. Alors moi je connais strictement rien aux chiffres et aux stats de Facebook. Je sais que la vidéo en 24 heures elle a fait presque 4000 vues. Ma vidéo sur mon Facebook perso, hein, que j'avais partagé nulle part, donc voilà. Et puis je voyais des gens qui partageaient, qui repartageaient, et il se trouve que mes copains donc, de l'hôpital l'ont vu et l'ont fait tourner aussi dans leur service via leur groupe interne au CHU, et ça s'est répandu comme ça petit à petit. C'est devenu, alors viral c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas ça a grandi petit à petit. Et puis je me suis dit mais puisque c'est en train de partir pas en live, mais en tout cas de bien se passer, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un challenge? Et j'en ai parlé à mon directeur à France Bleu Gard-Lozère et à la responsable des programmes, et je dis ça vous dit qu'on tente un truc, hein, on lance ça et on demande aux gens de réagir, de faire des contributions, de chanter Mexico, même si chante faux on s'en fout quoi, c'est pas grave, c'est juste le fait de participer. Et voilà, et c'est parti de là, et effectivement j'ai reçu plein de messages de gens que je ne connaissais pas du tout, beaucoup de gens qui sont dans le milieu médical justement, qui ont eu cette vidéo par le biais de partage, et qui m'ont effectivement envoyé des messages. Et ça, je te donne ma parole, je vous donne, puisqu'il faut se vous voyez, je vous donne ma parole d'honneur que je n'ai passé mon week-end à exclusivement répondre à des messages ou à des publications liées à ce challenge. Voilà, ça me dépasse complètement, hein. Je suis parti d'un délire, et voilà, après c'est super sympa, c'est génial, et ça continue, hein. J'en reçois tous les jours, ça ne s'arrête jamais, en fait tous les jours, depuis 2 jours. Votre boulot de journaliste aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation? Vous en avez un peu parlé rapidement, mais de la situation à Carrémo, on voit que dans le Grand Est c'est très compliqué, en Ile-de-France ça commence à être très compliqué, à Nîmes et dans les environs, comment ça se passe notamment au CHU Carrémo? Alors c'est très compliqué, hein. Les équipes sont sous tension en permanence, je sais qu'il y a deux tentes qui ont été montées devant les urgences de Carrémo pour accueillir soit des premiers cas, des premiers contrôles, soit pour
stocker du matériel. Tout le personnel a reçu une lettre leur demandant de se tenir à disposition immédiate si nécessaire, donc plus de congés, plus de RTT, plus de week-end et la possibilité d'être mobilisé immédiatement si c'est nécessaire. Et puis en termes de nombre de cas, alors là je ne l'ai pas exactement en tête, dans le Gard, ce que je sais c'est que malheureusement on déplore, à l'heure où je vous parle, on déplore 2 décès malheureusement dans le Gard. Et par rapport à notre travail commun de journaliste, c'est quoi votre avis, votre idée sur le travail que nous devons faire, nous journalistes, retranscrire l'information, la donner bien entendu, et faire aussi passer les consignes de précaution. Quel est le travail vraiment de journaliste aujourd'hui dans cette crise sanitaire très grave? Alors, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est évidemment de faire passer les consignes de sécurité. Et nous, sur France Bleu Héros-Vert, en tant que radio de service public, évidemment qu'il faut qu'on soit les premiers à relayer ces messages de prévention. Et je le dis vraiment du plus profond de mon cœur, parce qu'encore une fois, j'ai des amis qui travaillent à l'hôpital et qui se font beaucoup de soucis pour les jours à venir. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on donne l'exemple nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne sorte pas. Nous, on est en télétravail, c'est pas simple de faire de la radio en télétravail, mais on se débrouille, on trouve des solutions techniques, on fait comme on est en train de faire en ce moment, on fait des interviews via WhatsApp. Alors, malheureusement, il y a un moment où il y a des limites et il faut que quelqu'un passe physiquement à la radio, par exemple pour présenter les matinales, le journaliste du matin, c'est excessivement compliqué de le faire de chez soi. Il faudrait installer un véritable studio dans son appartement, mais voilà, peut-être que ça se fera, si ça dure, si la crise dure, ça se fera. Mais sinon, on limite, mais au strict minimum, vraiment, la présence physique dans la radio. Et la dernière chose, c'est qu'il ne faut pas mentir aux gens, c'est-à-dire que s'il y a des cas, il faut en parler, ce n'est pas pour leur faire peur, ni pour créer une psychose, mais pour leur dire de faire attention et de rester chez eux, Et la toute dernière chose, c'est qu'il faut aussi qu'on amène un peu de sourire. Parce que, voilà, je reviens à mon exemple de la chanson, on pourrait penser que c'est un peu irrespectueux de chanter comme ça alors qu'il y a une crise très très grave, et je vous assure que tous les témoignages que j'ai reçus de gens qui travaillent à l'hôpital m'ont dit mais non, au contraire, au moins ça nous fait du bien, ça nous aère l'esprit de voir ces chansons. Donc il y a plein de choses, il faut être évidemment sérieux, précis dans nos informations, il faut donner des consignes de sécurité, et puis il faut quand même continuer à faire un sourire les gens, ou en tout cas les détendre, parce que l'atmosphère est suffisamment anxiogène comme ça pour qu'on ne joue pas. Une dernière question, parce qu'on vous sait passionné de sport, et notamment de football. Bertrand Casaillot a déclaré dans France Football hier ou avant-hier que plusieurs clubs de Ligue 1, suite à la crise du coronavirus et à l'arrêt, à la suspension totale du championnat de Ligue 1, Ligue 2 et autres, pourraient mourir. Est-ce que vous pensez que vous, en tant qu'analyste pertinent du sport, ça pourrait arriver pour certains clubs professionnels dans le Nîmes Olympique? En termes de fréquentation dans le stade, oui, ça va poser un problème évidemment, puisqu'il n'y a plus de recettes guichet. Ensuite, moi là je suis pas suffisamment spécialiste, mais que va-t-il advenir des diffuseurs, de ceux qui payent très cher pour diffuser la Ligue 1, et si elle ne reprend que très tard, ou si elle ne reprend pas suffisamment tôt pour qu'on puisse aller au terme du championnat? Je suppose qu'ensuite il y aura des discussions entre bataillons d'avocats pour savoir ce qu'on fait. Est-ce que les clubs doivent rembourser une partie des droits TV qu'ils ont perçus? Oui, ça peut, évidemment que ça peut avoir des conséquences sur les clubs de foot, comme ça peut avoir des conséquences sur toutes les entreprises. Bien sûr. Les clubs de foot sont des entreprises et qu'il y a des budgets, évidemment. Alors moi j'ai pas envie d'en arriver jusque là. Je vous disais précédemment qu'il ne faut pas être trop anxiogène et qu'il faut croire qu'on trouvera une solution. C'est vrai qu'en ce moment on est tous dans la solidarité, on a envie de s'aider les uns les autres. Quand la crise sera passée, on verra vraiment ceux qui sont solidaires ou pas. On verra s'il y en a qui vont réclamer leurs sous parce que voilà, ils ont donné des sponsors ou je ne sais qui, ou des diffuseurs, parce qu'ils ont donné des sous, et on dit ouais non mais maintenant faut nous les rendre. On verra qui est vraiment solidaire. Mais après, là maintenant tout le monde joue au jeu, c'est normal. J'attends de voir après, quand on sera sorti de cette crise-là, quelles seront les attitudes des uns et des autres. Tout le monde doit participer au Mexico Challenge. Alors Mexico pour la chanson Challenge, que je vais rebaptiser probablement Coro Carremo Challenge, parce que on va le faire évoluer. C'est-à-dire que là, cette semaine, j'ai mis la chanson Mexico, mais pour les semaines suivantes, je vais en préparer une chaque semaine en fait, et il faudra continuer à participer au challenge. Et puis j'invite évidemment tout le monde à participer. S'il y a des gens connus, moi ce dont je rêve, c'est qu'il y ait des stars qui jouent au jeu, même si c'est un délire, on s'en fout. L'important c'est que ça circule
dans les... S'il y a des stars qui sont des abonnés de Putsch Media, allez-y. Moi les paroles et toutes ces choses-là, et les vidéos sur mon Facebook perso. N'hésitez surtout pas. Allez, parlons un peu de culture et de festivals. Vous le savez, de très nombreux festivals sont depuis quelques jours annulés, reportés. Et il y en a un qui nous tient à cœur, c'est le Printemps des comédiens en Montpellier. C'est un festival de théâtre et de spectacle qui se tient depuis plusieurs années en juin dans la belle pinède du domaine d'eau à Montpellier, au nord de Montpellier. Le festival est dirigé par le truculent Jean Varela, que nous avons déjà reçu plusieurs fois dans Putsch pour nous parler des programmations successives du festival. Jean Varela, il est truculent pourquoi parce que c'est un homme fort en gueule, un comédien qui tient ce festival avec un sens très précis de la qualité et des spectacles qu'il propose. Et surtout, Jean Varela, il croit à la culture comme vecteur d'émancipation vers les publics les plus reculés et les moins familiers au théâtre et au spectacle vivant. Donc depuis quelques années, Jean Varela parcourt les petits villages de l'Hérault autour du Grand Montpellier, voire à Béziers aussi également, et il donne des réunions de présentation à venir pour sensibiliser les gens au théâtre et leur parler des spectacles à voir. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est une initiative que Jean Varela a pris depuis plusieurs années maintenant et ça fonctionne plutôt bien. Eh bien, cette année, avec le coronavirus, vous imaginez bien que Jean Varela est empêché dans ce déplacement, empêché dans ses réunions, empêché dans le fait de pouvoir diffuser au maximum de gens des villages reculés autour de Montpellier ou des gens qui sont pas tellement familiers au théâtre finalement et à la culture. Eh bien, cette année, avec le coronavirus, Jean Varela, il a trouvé la solution. Il fera ses réunions avec les spectateurs par téléphone pour présenter la programmation du spectacle à venir. Donc si vous êtes de Montpellier ou de sa région ou même plus loin, ça va être difficile effectivement avec le confinement, mais si vous connaissez le Printemps des comédiens, vous pouvez demander à participer en donnant finalement, en vous filmant sur votre téléphone ou votre webcam et raconter votre plus beau souvenir du Printemps des comédiens. On vous laissera les informations de contact dans les commentaires sur Facebook et sur YouTube pour que vous puissiez vous aussi, si vous êtes un fidèle, un habitué ou si vous avez déjà vu ou passé par le Printemps des comédiens, vous aussi apporter cette contribution. Et à noter que le Printemps des comédiens ne manque jamais d'imagination parce que le printemps, la direction du festival va lancer une web radio très prochainement. Donc tout ça est à suivre pour parler de culture. Essayez aussi, comme je vous le disais dans la première matinale, parce que la culture aussi est un vecteur d'imagination et de pouvoir sortir effectivement de cette situation anxiogène pour penser à autre chose. Alors on va finir avec un coup de cœur musical d'un groupe new-yorkais totalement déjanté qui a connu le succès, accrochez-vous bien, dans les couloirs du métro new-yorkais. Et nous l'avons découvert, nous, il y a 2 ans, en allant au Festival de Jazz de Montréal, que nous vous recommandons. Et si vous pouvez y aller cette année, ça va être très compliqué, on le sait, la situation, mais peut-être que l'année d'après, n'hésitez pas à penser, à anticiper, à réserver une place dans ce festival qui est à Montréal, au Québec. Donc, pour revenir à ce groupe, c'est le groupe Too Many Zoo, qui est un groupe totalement déjanté, qui ne joue que dans le métro, qui a été connu plutôt dans le métro. Maintenant, ils font beaucoup de scènes. On vous souhaite une excellente journée avec cet air endiablé des Too Many Zoo sur ce morceau Bedford, joué dans le métro, qui a littéralement explosé les records de vues sur YouTube avec près de 10 millions de vues. Bye bye et vive la démocratie.